Salut toujours, c'est Docteur Soirée. Alors aujourd'hui, ou encore maintenant, je vais toujours continuer avec les pathologies au niveau du cerveau. Alors nous sommes toujours dans le système nerveux. Alors ici, ce qui va se passer, c'est que la prochaine pathologie que nous allons, on a parlé d'abord des pathologies au niveau, que ce soit les hémorragies, les hémorragies intracrâniennes, nous avons parlé des hémorragies subarachnoïdiennes. Maintenant, cette fois-ci, nous allons parler des traumatismes. Alors, les traumatismes au niveau crânien, nous avons surtout l'hématome et puis ce qu'on appelle l'hématome épidural. Et l'hématome épidural, lorsque vous voyez le cerveau, ici, ça c'est l'os frontal, ici c'est l'os temporal, ici, et ici c'est l'os pariétal. Vous pouvez voir ici avec le truc du cheveu. Ici, ça c'est le temporal, ici c'est le pariétal, c'est le frontal, et ici c'est l'occipital. Qu'est-ce qui va se passer? Il peut y avoir par exemple un traumatisme, n'est-ce pas? Le traumatisme va percer cette fois-ci l'os temporal par exemple, et va atteindre, il peut y avoir une lésion de l'artère méningée moyen par exemple. Lorsqu'il y a la lésion de l'artère méningée moyen, il y aura le sang qui va se collecter. Ça c'est la voûte crânienne, et ici ça c'est la dure mère. Il y aura une collection de sang à l'intérieur entre la voûte crânienne et puis la dure mère. Cette collection de sang, on appelle ça l'hématome épidural. Alors lorsqu'il y a l'hématome épidural, la chose la plus importante c'est que voilà des malades qui juste après le traumatisme qui vont se sentir parfaits. Il n'y a pas de problème du tout. Alors, quelques minutes plus tard, le malade va juste plonger, n'est-ce pas, dans le coma. On appelle ça l'intervalle lucide. Alors, c'est dû au fait que lorsqu'il y a une atteinte de l'artère méningée moyenne, il y aura un saignement. Et juste le temps que le saignement, le sang se collecte à l'intérieur, c'est ce temps que le malade va se sentir mieux. Lorsqu'il y a assez de sang qui s'est collecté à l'intérieur, ce sang-là, ce volume sanguin va faire une pression sur le cerveau et cela va entraîner, n'est-ce pas, soit une hernie, le malade va aller dans le coma, ou encore il peut entraîner un engagement, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des engagements cérébraux. Alors, ça aussi, le malade peut même mourir de cela. Alors, et l'autre truc, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'hématome sous-dural. Cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que soit le traumatisme va dépasser la voûte crânienne, va dépasser la dure mère, mais va aller dans l'espace subarachnoïdien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En dessous, il peut y avoir une déchirure, des anastomoses. Il y a des anastomoses veineuses qui sont entre la dure mère et l'arachnoïde. Ces anastomoses veineuses peuvent se déchirer et il y aura un saignement d'origine traumatique, bien sûr. Il y aura un saignement qui va se collecter encore à l'intérieur. Ce saignement encore peut causer une hernie qui peut être fatale chez ce malade-là. Alors, ici, on a parlé beaucoup de hernie. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est que la hernie au niveau du cerveau? À chaque fois que nous avons dit que le cerveau, avec les os du crâne, qui ne sont pas expansibles, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une tumeur, il y a un hydrocéphalée, il y a une collection de sang à l'intérieur du cerveau, c'est qu'il n'y a pas d'espace vide dans le cerveau. Donc, c'est que cette collection va avoir une pression sur le cerveau. Le cerveau va pousser le cerveau, elle va pousser le tronc cérébral. Et c'est ça qu'on va appeler, et c'est ça qui va entraîner la hernie au niveau du cerveau. Elle va augmenter bien sûr la pression intracrânienne aussi. Alors, et on va sortir de toutes ces pathologies traumatiques. Nous allons partir maintenant dans les maladies démyélinisantes au niveau du cerveau. Alors, démyélinisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas de l'absence de myéline, right? Alors, l'absence de myéline ici, nous avons deux causes principales que nous allons évoquer ici. La leukodystrophie et la multiple sclérose. Alors, la leukodystrophie, leuco qui veut dire blanche, et cette fois-ci c'est un rapport avec la matière blanche. La dystrophie, c'est un manque de développement de la matière blanche. Ici, il y a une maladie héréditaire, n'est-ce pas, qui va atteindre des enzymes de production ou bien de maintien de la myéline. Alors, lorsqu'il n'y a pas de myéline,
Et, au niveau, c'est la myéline qui donne, n'est-ce pas, la couleur blanche à la matière blanche, bien sûr. Alors, l'absence de cette myéline-là, on sait que par exemple des nerfs optiques a de la myéline, c'est un nerf qui est myélinisé. Alors, l'absence de ces myélines à ce niveau va causer un problème de vision. Voilà un malade qui va se présenter avec, n'est-ce pas, une vision floue. Alors, un problème de langage aussi. Par exemple, voilà des malades qui vont se présenter avec ce qu'on appelle drunk speech. C'est-à-dire, c'est des malades qui vont parler comme quelqu'un qui est saoulé. Alors que c'est des malades qui n'ont même pas touché à une seule goutte d'alcool, mais ils parlent comme s'ils étaient saoulés. Alors, c'est dû, n'est-ce pas, à cette pathologie démyélinisante, n'est-ce pas, qu'on appelle la leukodystrophie. L'autre pathologie que je disais aussi, c'est ce qu'on appelle la multiple sclérose. La multiple sclérose, c'est très très important que la multiple sclérose, c'est une maladie auto-immune. Et auto-immune, à chaque fois qu'on parle d'auto-immune, on parle d'un dérèglement du système immunitaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le système immunitaire, au lieu d'aller combattre l'ennemi, va combattre le corps lui-même. Et cette fois-ci, il va combattre le système nerveux central et les oligodendrocytes. Alors, lorsqu'il y a un combat entre notre système immunitaire et le système nerveux central ou les oligodendrocytes, cela va causer ce qu'on appelle une multiple sclérosis. Alors, dans les multiples sclérosis, c'est une maladie qui est très très fréquente chez les personnes de race blanche. Alors, voilà, ces malades pour la plupart ne vont même pas mourir de problèmes au niveau du cerveau, vont plutôt mourir de problèmes au niveau des bronches. On va peut-être avoir les bouts du poumon et c'est des malades qui vont avoir des détresse respiratoires et tout ça. Mais quand on arrive au niveau, n'est-ce pas, du système respiratoire, on va pouvoir expliquer tout ça. Alors, cliniquement, on disait aussi que voilà des malades qui vont se présenter avec des vertiges, avec un défaut de langage et une ophtalmoplégie. Alors, et la prochaine pathologie, c'est surtout ce qu'on appelle les démences. Et au niveau des démences, on vient tout juste de parler des pathologies qui vont affecter la matière blanche. Et cette fois-ci, on va parler des pathologies qui vont atteindre la matière grise. Alors, lorsque la pathologie atteint le cortex, la plupart du temps, on appelle ça les démences. Lorsque la pathologie peut affecter aussi ce qu'on appelle les noyaux gris centraux et le tronc cérébral. Alors, noyaux gris centraux, on peut voir des noyaux gris centraux à l'intérieur ici, mais ici on peut voir le tronc cérébral, et il y a les noyaux gris centraux qui sont, voilà les noyaux du noyau gris centraux qui sont là à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors, lorsque cette pathologie affecte le cortex qui est là, qui est juste le cortex, donc en ce moment, on va appeler ça la démence. Mais lorsque la pathologie affecte le tronc cérébral et les noyaux gris centraux, le problème c'est surtout un désordre de mouvement. Et les exemples qu'on va étudier, ce sera la maladie de Parkinson, qui est la maladie de Mohamed Ali, et le Huntington disease aussi, la maladie de Huntington qu'on va aussi développer à ce niveau. Alors, il ne faut pas oublier ici que dans la maladie d'Alzheimer, c'est la première, ou encore si vous voulez, c'est l'exemple primaire, n'est-ce pas, de démence, n'est-ce pas. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une dégénérescence des neurones du cortex cérébral, on a déjà dit. Alors, au niveau du cortex cérébral, nous avons ce qu'on appelle des précurseurs, des protéines précurseurs d'amyloïdes. Au niveau du cortex, voilà le cortex cérébral. Au niveau du cortex cérébral, nous avons des précurseurs protéines qu'on appelle des précurseurs protéines d'amyloïdes. Ces précurseurs protéines d'amyloïdes vont normalement se dégrader pour donner des bêta-amyloïdes. Et ici, dans la maladie d'Alzheimer, ces bêta-amyloïdes-là, au lieu d'être éliminés par le corps, va s'accumuler à l'intérieur du cerveau. Et cela va causer ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Et cliniquement, vous allez voir que voilà des malades qui vont avoir une perte de mémoire. Et cette perte de mémoire va d'abord affecter les mémoires récentes et ensuite va progresser aux mémoires anciennes.
Alors ici, il y a un problème de désorientation. Voilà des malades qui peuvent aller juste à Walmart et puis ils vont se perdre comme ça facilement. Alors, il faut noter aussi un changement de comportement et un changement de personnalité chez ces malades-là. Ça peut être dû à une atrophie, n'est-ce pas, du cortex cérébral. Alors, ici, par contre, il n'y a pas de problème de déficit neurologique chez ces malades-là. Alors, voilà des malades qui, à long terme, vont devenir muets et ils peuvent s'aliter aussi. Et aussi, une association très très importante, lorsqu'on parle de la maladie d'Alzheimer, ça c'est le Down syndrome. Alors, vers l'âge de 40 ans, tout malade qui a le Down syndrome va développer éventuellement la maladie d'Alzheimer. Et la raison c'est très simple. Le Down syndrome c'est dû à ce qu'on appelle un extra copie, n'est-ce pas, au niveau du chromosome 21, n'est-ce pas. Donc il y a une mutation génétique qui va entraîner et qui va donner 3 copies de chromosomes au niveau de chromosome 21. Donc c'est là qui va causer la maladie le Down syndrome. Alors la maladie d'Alzheimer, on venait toujours de dire qu'il y a les protéines précurseurs d'amyloïdes. C'est des protéines précurseurs d'amyloïdes qui sont localisées aussi au niveau du chromosome 21. Donc ce que les malades ont, ces deux maladies ont en commun, le chromosome 21. C'est pourquoi les malades qui souffrent de Down syndrome vont vers l'âge de 40 ans développer la maladie d'Alzheimer. Alors ici, la prochaine maladie que nous allons développer, ça sera le Parkinson disease. Et le Parkinson disease, que je me rappelle toujours de Parkinson disease quand je me rappelle de mon héros, qui est Mohamed Ali. Alors ici, il y a une dégénérescence surtout qui va concerner beaucoup le noyau gris et centraux, le noyau gris centraux du cortex cérébral. Alors voilà les neurones. Au niveau du noyau gris central, voilà ce qu'on appelle des neurones sécréteurs de la dopamine. Alors, lorsque ces neurones sécréteurs de la dopamine sont affectés, donc qu'est-ce qui va se passer? Ici, les noyaux gris centraux qui contrôlent les mouvements, tous les mouvements volontaires, donc il y aura l'absence de contrôle des mouvements volontaires. Alors ici aussi, si je vois dans mes notes, la cause n'est pas vraiment connue. Mais on sait quand même que la cause est en rapport avec une dégénérescence, n'est-ce pas, des neurones qui sont sécrétaires de la dopamine au niveau du noyau gris central. Alors le malade cliniquement va se présenter avec des tremblements d'extrémité. Ces tremblements peuvent s'arrêter lorsque le malade est en activité. Ils peuvent s'arrêter complètement ou disparaître. Mais les tremblements vont encore réapparaître lorsque le malade est au repos. Il peut y avoir une rigidité des extrémités. Il peut y avoir une akinésie, une bradykinésie ou une absence. C'est pas akinésie ou bradykinésie, c'est juste une absence ou une réduction, n'est-ce pas, des mouvements volontaires. Alors il peut y avoir aussi une instabilité posturale. Voilà des malades qui ne peuvent pas se tenir droit, n'est-ce pas, parce que les noyaux gris centraux qui sont affectés aussi. Alors et sur le plan anatomopathologique, lorsque ces malades meurent à l'autopsie, l'anatomopathologiste va te dire qu'il a retrouvé ce qu'on appelle le Lewis body, c'est-à-dire le corps de Lewis, qui est très important, n'est-ce pas, pour le diagnostic post-mortem de ces malades-là. Alors, la dernière maladie que nous allons entamer ici, ce sera surtout, n'est-ce pas, la maladie de Huntington. Alors, la maladie de Huntington, c'est que il se caractérise d'abord par, n'est-ce pas, une dégénérescence des neurones, encore au niveau du noyau gris central, mais cette fois-ci au niveau du noyau collé. Parce que la maladie de Parkinson, c'est surtout au niveau, n'est-ce pas, de substances nègres du cerveau. Mais ici, la maladie de Huntington va concerner surtout les noyaux et les neurones qui sont sécrétaires de GABA et qui sont localisés dans le noyau collé au niveau du cerveau. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nous avons le GABA qui n'est autre chose que le glutamic acide, glutamic aminobutyric acide, ou encore le GABA. Et le rôle du GABA, le GABA a un rôle inhibiteur, n'est-ce pas, inhibiteur des mouvements.
Lorsque on fait des mouvements purposeless movement, comment on appelle, des mouvements sans raison, c'est le GABA qui est là normalement pour freiner ces mouvements-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque ces neurones GABAergiques sont détruits et le GABA n'est plus là pour freiner nos mouvements? On va rentrer dans ce qu'on appelle des mouvements choréiformes parce qu'il y a une contraction, n'est-ce pas, involontaire des muscles qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas freiner parce qu'on n'a pas du GABA. Alors ici, la maladie progresse le plus souvent vers la démence ou encore elle peut progresser vers la dépression. Alors, ce qui est vraiment très important, c'est que les malades, dans la population des malades affectés par le Huntington disease, la cause la plus fréquente de la mort, c'est le suicide. Voilà des malades qui vont se suicider, n'est-ce pas, au fil du temps. La plupart de ces malades-là vont se suicider. Alors, voilà ce qui met fin, n'est-ce pas, au système nerveux et aussi met fin à ce chapitre, n'est-ce pas, des pathologies du cerveau. Et je veux juste rappeler que le système nerveux, on avait dit que les organes, c'est surtout le cerveau, la moelle épinière, les nerfs et les ganglions. Donc on a donné des exemples de pathologies du cerveau, des exemples de pathologies de la moelle épinière et des nerfs et des ganglions aussi. Mais on a dit que leur fonction, c'est surtout la communication interne et rapide. Et nous avons aussi le contrôle de la motricité et le contrôle de la sensitivité. Et le prochain chapitre maintenant, ça va être le système endocrinien. Merci beaucoup.